Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard ? C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio, j'espère que vous allez bien les amis, on est en pleine forme. Avant de vous présenter le menu de ce nouveau numéro, une annonce de la plus haute importance, une breaking news même concernant l'intitulé du podcast. N'est-ce pas mon cher ami Pierre que je salue, comment ça va ? Eh ben ça va plutôt bien, je sais pas si vous l'entendez mais il y a une bonne ambiance derrière moi. En fait c'est un public qui est venu pour célébrer le changement de nom du podcast puisque vous l'avez remarqué, on ne s'appelle plus Fan Footage mais Fin de Séance, on est comme les Pokémon, on évolue pour atteindre notre forme finale. Et Fin de Séance finalement c'était un titre qui nous correspondait bien puisqu'en fait on sort du film, à la fin de la séance on se retrouve, on boit un coup et on débat. Direction donc un bar en l'occurrence et une fois de plus le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris où on pose nos micros pour vous livrer nos impressions à chaud sur le film que nous venons de voir, en l'occurrence Death Wish avec ce bon Bruce Willis qui travaille encore, et oui, il ne fait pas que sortir des DTV, de temps en temps il fait une petite apparition en salle. Des fois il y a des DTV qui sortent au cinéma. Il est encore un peu endormi le pauvre hein. Mais bon voilà, avant de nous pencher dans la seconde partie de l'émission sur le cas des revenge movies et des vigilantes movies, vous allez voir il y a une différence assez mince, on va en reparler plus en détail. Avec nous pour en causer Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinévibe.fr. Les justiciers de la critique. Non, c'est beau. Tu peux le dire en chantant un peu la Starsky Hutch? Non. Non, ça va. Vous allez bien les amis? Ben toujours. Bon, ah mais le verre est déjà descendu en plus. Faut en prendre un autre. Ouh là 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 là. C'est une illusion d'optique. Bon, d'accord, mais vos holsters sont... Moi je suis toujours chargé. On va voir Joli, ça. joli. On va voir ça tout de suite juste Et je après. tire pas, non. Allez, Death Wish, c'est parti les amis. Bon, cette mission, c'est quoi ? Death Wish, c'est donc le nouveau long métrage d'Eli Roth, à qui l'on doit les récents Knock Knock, The Green Inferno ou encore Hostel, qui s'attaque cette fois au film matriciel de 1974 signé Michael Winner avec Charles Bronson et qui créa la polémique à sa sortie à cause d'une forme de complaisance pour la loi du talion, mais qui ne l'empêchera pas d'être un grand succès en salle, donnant lieu à une saga de 5 films s'étalant jusqu'en 1994. Le point de départ est assez simple puisqu'on y suit Paul Kersey, donc incarné par Bruce Willis, cette fois chirurgien urgentiste dont la vie va basculer quand sa femme est tuée lors d'un cambriolage qui tourne mal et sa fille plongée dans le coma. Du coup, face à une enquête qui piétine et un taux de criminalité au plus haut à Chicago, Paul va alors décider de se faire justice lui-même en nettoyant au passage quelques racailles qui pourrissent la ville. Nous sortons du cinéma, on a vu le film chacun de notre côté, donc du coup je n'ai absolument aucune idée de ce que vous pensez. Donc j'ai commencé, je vais ouvrir le bal, hein. C'est à moi que revient la lourde tâche de dire ce que je pense du film. Et ben écoutez, j'ai trouvé ça pas dégueulasse. J'ai trouvé ça pas dégueulasse, c'est correct, j'ai trouvé ça plutôt correct. Bon, Bruce Willis en mode Steven Seagal, on va pas se mentir. Mais bon voilà, ce qui m'a frustré le plus, je dirais, c'est que au générique de fin, j'ai constaté et j'ai vu comme beaucoup de monde que c'était un scénario, d'après un scénario de Joe Carnahan qui depuis s'est complètement désolidarisé du film. Donc voilà, il aurait pu aller beaucoup plus loin à mon sens, mais voilà, je lui reconnais une certaine efficacité, mais bon voilà, c'est pas non plus hyper marquant, mais c'est pas honteux quoi. Qui veut commencer? Qui va enchaîner? On va revenir en détail évidemment. Julien a pas l'air content. Julien s'y attendait pas, mais bon. Allez, vas-y, je t'en prie, c'est à toi d'attaquer. Non, moi, j'ai pas été surpris dans le sens où j'attendais une vraie déception. Quoique je m'attendais à quelque chose de pire. Mais quand tu connais l'histoire du film, du projet de remake d'un justicier dans la ville, on revient quand même de très loin. Oui. Parce que le projet remonte quand même à 2006 où à la base ça devait être Sylvester Stallone. Plusieurs acteurs, effectivement. En pleine hype de Rocky Balboa et avant John Rambo, donc devait faire le film où son idée lui était de faire de Paul Kersey, qui est architecte dans la franchise originale, en faire un flic qui en fait est un flic qui n'a jamais eu besoin de recourir aux armes pour arrêter les gens et qui donc va connaître un drame personnel qui va l'obliger
à revoir un peu sa mentalité à Donc propos. qui n'utilisait pas les armes, un peu comme dans Copland. Ou dans Copland, ouais, voilà. Excellent film à découvrir si vous ne le connaissez pas. Exactement, donc point de vue apparemment intéressant, mais bon, le projet ne s'est pas fait. Puis on en a reparlé donc en 2013 avec Joe Carnahan qui a signé le scénario. Donc scénario qui a complètement été oublié depuis. Lui qui voulait tourner le film en fait à Los Angeles, et donc il en a reparlé depuis. En fait, lui, il voulait plus un truc dans une veine à la collatérale de Michael Mann. Il voulait Liam Neeson et voilà. Frank Grillo parce qu'ils sortent du territoire des loups. Ouais, on est d'accord. Voilà, donc moi j'y suis vraiment allé À reculons. à reculons en me disant que j'allais voir comme une grosse merde, et c'est juste un film insignifiant en fait, qui est un remake dévitalisé de l'ambiguïté morale et de la polémique qui a pu susciter le premier. Je veux dire, le film fait pas scandale, hein, donc ça prouve bien quelque chose, c'est qu'il est Aux États-Unis, si, il y a des polémiques quand même autour du film. Hein. comparé à ce qu'a pu provoquer comme réaction épidermique le premier de Michael Weiner. Franchement, c'est pas comparable. C'est pas comparable, mais il y a quand même ce contexte politique aux États-Unis avec la NRA, Trump, etc. Et quand la bande-annonce est sortie, il y a quand même eu Et c'est un film dont la sortie, même le tournage a été retardé à cause des tueries, des tueries aux États-Unis. Hein. Bien sûr, mais on peut reparler un peu du contexte du film où donc ça se passe à Chicago cette fois, qui est un peu maintenant la ville un peu du crime, enfin qui est redevenue un peu la ville du crime. Parce que voilà, l'histoire originale c'est New York. C'est New York. Et comme dans New les York, années il me semble 70. qu'en 2016 a connu son année la plus pacifique, ils sont allés délocaliser le film à Chicago parce qu'il fallait bien trouver une ville où il y a un petit peu de violence. Et donc le film évoque beaucoup de choses. Bon, le marché des armes à feu, où le mec va essayer d'acheter une arme à feu et en fait on lui dit vous inquiétez pas, votre arme à feu vous allez l'avoir facilement, tout ça. Il y a tout un contexte avec la population noire dans le film, mais je trouve que le film désamorce très très vite ça. C'est que par exemple la première fois que Paul Kersey agit, donc il sauve des noirs, et donc en fait je trouve que ça désamorce la problématique qu'on aurait pu avoir, tout ce fond sur Ferguson, enfin tous ces problèmes que on entend depuis par les 3 ans, où il y aurait pu avoir justement une matière polémique dessus. Il y aurait pu avoir un côté très ambigu, très malsain, mais qui provoque le débat. Et là, en fait, on désamorce tout de suite. Le mec est l'ami des Noirs, donc si après il tue un Noir, ça n'a aucune importance. Oui, mais quand même, C'est regarde, très tu vois, décevant. dans le film, il y a toujours ces animateurs radio qu'on voit constamment. Qui sont des vrais animateurs radio. Effectivement, qui sont des vrais animateurs radio et qui, à chaque fois, reparlent justement de ce croque-mort, il l'appelle le croque-mort, qui rôde en ville, etc. et qui pose la question, et certains prennent position, est-ce qu'il faut le laisser agir ou pas quelle problématique ça pose Mais pour moi, c'est une manière de désamorcer la polémique qui pourrait y avoir autour du film, en fait. Je trouve le film vraiment très lâche, qui n'assume, enfin, qui quand même a un propos un peu dégueulasse. Hein. Faut bien l'avouer quand même. C'est un mec qui prend tout de suite plaisir à tuer. Je veux dire, là où le premier Injustice dans la vie, c'était un homme qui est mis au pied du mur moralement, qui est un architecte, qui voit sa vie détruite et il va y avoir toute une construction du personnage. C'est pas un mec tout de suite qui tue des gens. Il y a un cheminement. Et oui, il y a une trajectoire et c'est pas tout de suite un mec qui tue facilement. Et c'est un mec qui au départ utilise une boule de billard dans une chaussette ou quelque chose dans une chaussette. Des pièces de monnaie, il utilise. Oui, voilà, des pièces de monnaie. Et il est très maladroit. Là, on a un personnage qui tout de suite arrive à tuer des gens. Grâce à un tuto sur YouTube. Grâce à un tuto sur YouTube et qui revoit dans la soirée des images de son meurtre sur YouTube et qui se marre tout de suite. Il semble satisfait, ouais. Qui est complètement satisfait, qui jouit de la violence qu'il a exercée, alors que ça, c'est à la toute fin dans Un justicier dans la ville. Donc là, il y a vraiment un problème et une incompréhension en fait de la... Il prend quand même des cachets pour dormir, hein, mine de rien, hein, quand même. Ça le traumatise un petit peu. Hein. Il s'est fait mal à la main. C'est quand même... Un peu de compassion, merde. C'est quand même assez pauvre. Ilan. Bah écoutez, moi sur ce coup-là, je vais faire une pierre. Disant que L'effet Avengers. j'ai trouvé ça nul, mais pas si pourri que ça. Comme moi, en fait. Bah exactement, je fais une Thomas Pierre. On peut vous fusionner en Super Saiyan, comment ça se passe? Fusion. Alors le film, j'ai commencé par les trucs négatifs. Oui, le film est pas très bon. Bruce Willis, que dire sur Bruce Willis, que j'ai vu des figurants de Camping Paradis qui jouaient mieux que lui. Oh là là C'est nul, c'est très très nul. Mais
il y a quelque chose qui, moi, m'a beaucoup amusé dans le film, c'est que je trouve qu'il est empreint d'une certaine ironie qui m'a intrigué. C'est-à-dire que dans la première partie, il y a des choses qui sont assez bien vues sur le rapport que peut avoir la société aux armes, à l'image, toutes ces conneries sur les tutos, sur Internet, les pubs pour un marchand d'armes qui ressemble à la pub qu'on voyait dans Jackie Brown, Chick with Guns. Je trouve ça assez drôle. Je trouve ça drôle justement qu'il fasse que des tutos sur Internet pour savoir comment manier une arme. Pour toi, il y a une certaine distance quand même qui est... Alors justement, c'est ça le truc, c'est que dans cette première partie, il y a cette espèce d'ironie qui est là, qui est latente, qui est vue par plein de trucs. Justement, on en parlait, les tutos Internet, même les mèmes, le fait que le type fasse l'objet de mèmes, je trouve ça assez drôle. Je trouve que ça veut dire beaucoup de choses sur justement le rapport d'une société à l'image et ce qu'Internet aujourd'hui a changé. Et je trouve ça très intéressant. Donc il est dans l'air du temps. Je trouve que là-dessus c'est plutôt bien vu. Qu'il y avait des trucs moi qui m'ont fait marrer. Le split screen où on voit un montage parallèle en split screen où il est en train d'enlever des balles d'un corps d'un mec et en même temps juste à droite on le voit en train de trucider quelqu'un d'autre. Je trouve ça très drôle. Le problème c'est que c'est une idée très intéressante, mais malheureusement c'est allé complètement foiré par l'utilisation d'une musique complètement année. Je peux terminer, Monsieur Munoz, si vous voulez, mais un peu de respect, si vous voulez. Les Français veulent savoir ce que Ilan a. Exactement. Les Français veulent savoir. Respecte un peu la France. Et non, donc tout ça est plutôt drôle, assez second degré. Le problème, c'est que c'est pas assumé. C'est que la première partie est assez ironique, la deuxième partie, j'ai eu l'impression de voir un remake de Red 2 avec des mêmes gimmicks, la mitraillette qui est planquée dans un meuble, une espèce de paresse même au niveau des méchants, des tueries, des tas de choses comme ça. À partir du moment où le film se prend au sérieux et n'assume pas son côté soit extrêmement ironique, soit cartoonesque, je trouve qu'il est passé totalement à côté de son propos. Donc il y a cette espèce d'ambivalence dans le film, mais qui est inhérente au cinéma d'Eli Roth, parce que quand on y pense, Hostel, c'est la même chose, c'est un propos plus ou moins sérieux. On en parlait effectivement sur une espèce de critique peut-être de l'ingérence américaine aux États-Unis, teintée de torture porn avec de l'humour. Green Inferno, c'est ça aussi. C'est une critique assez acerbe des altermondialistes, mais avec tous les codes du film de cannibale. Il y a toujours cette espèce d'ambivalence qui fait qu'on ne sait jamais vraiment où les restes se situent. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que c'est un mec réac? Est-ce que c'est un mec de droite? Est-ce que finalement c'est un mec de gauche? Ou est-ce que c'est un gros beauf? Bon, moi je sais certaines choses qui font que je pense que c'est un beauf, mais un beauf qui s'assume pas, peut-être un beauf de gauche, je sais pas trop. Mais il y a cette espèce d'ambivalence qui fait que, au final, où est-ce qu'on situe ces films? Et à un moment donné, je pense que le film s'est perdu quelque part dans sa trajectoire. Et c'est ça qui m'embête. C'est cette espèce de jonglage entre premier et second degré qui n'est jamais assumé. Ok, Pierre, à toi. Qu'est-ce que t'as pensé du film? Alors, Ilan vient de dire, c'est un film qui passe peut-être à côté de son propos. En fait, je pense tout simplement, enfin moi, comme je l'ai pris, c'est simplement un film qui n'a pas de propos, en fait. Je pense que il y a eu une intention dans le scénario de Joe Carnahan à la base, mais je pense que Eli Roth a essayé de faire un film. Enfin, lui, la production, j'en sais rien, mais je trouve que c'est un film qui est exactement comme tu le disais aussi, Julien, dévitalisé. Il y a rien, il y a pas de propos. C'est un film qui marche sur des œufs en permanence, qui n'essaie de froisser personne, qui à la fois est dans une démarche de vigilante movie, un peu facho sur les bords, et qui en même temps essaie de bien pensant d'un autre côté. Enfin, je pense que pris d'une manière complètement décérébrée, en le regardant et en sachant très bien que c'est un film qui n'a rien à dire, qui ne dit rien et qui est même assez bête, je trouve que le divertissement lui-même est assez sympatoche. Il y a quelques scènes qui m'ont fait sourire. Bruce Willis est alors l'impression qu'il a pris des cachets, des calmants avant le film. Il est complètement mollasson, mais il est comme ça depuis 10 ans, donc si tu veux, c'est pas une surprise non plus. J'ai regardé le film avec un certain plaisir. Après, je l'ai aussitôt oublié en sortant de la salle, tu vois. Enfin, c'est vraiment anecdotique, hein. C'est même insignifiant. Tu le disais aussi, Julien. Après, d'un point de vue discours, le film se plante complètement. Donc Death Wish, comme tu le disais, le titre originel du film de 1974, c'était Un justicier dans la ville, qui est donc adapté du roman de Brian Garfield.
qui a renié et le premier film de 74 et ce nouveau film de 2018, puisque le roman originel parle quand même d'un type qui devient donc un vigilante, un homme qui veut se faire justice lui-même, mais ça montre la dérive de ces pratiques-là. En fait, c'est un film pour dénoncer l'esprit du vigilante. Sauf que là, c'est un film qui finalement il trouve un certain plaisir, qui en même temps il l'assume pas complètement. Enfin, c'est un film qui ne sait pas ce qu'il veut dire. Je suis même pas sûr qu'il ait envie de dire quelque chose. Il y a un côté schizophrénique dedans. Oui, c'est un peu schizophrène, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'il ait Roth a essayé de dire quoi que ce soit. Je pense qu'il s'amuse. Il avait des scènes. Il y avait une scène où une boule de bowling, tu vois, tombe sur la tête de son adversaire. Enfin, c'est voilà. Et surtout là où par contre, moi j'aime beaucoup le film d'origine de 74 avec Charles Bronson. Le truc du film d'origine, désolé pour le spoiler si vous ne l'avez pas vu, mais c'est que le meurtre n'est pas résolu. Charles Bronson ne retrouve jamais les assassins de sa femme et de sa fille. Il n'y a pas à la fin, l'honneur n'est pas sauf, il n'y a pas de happy end. Or là, dans ce Bruce Willis, il est confronté pas simplement au crime, il est confronté à des méchants, très méchants, si tu veux, pour qu'on prenne immédiatement son côté, et ils retrouvent leur piste, et donc ça devient un film de vengeance. Et donc encore une fois là-dessus, c'est un film qui se garde bien d'être un tout petit peu polémique, je trouve. Donc au final, voilà, c'est un film qui raconte pas grand-chose, et je pense pas qu'il y ait... Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Le Vigilant Movie, enfin Death Wish en tant que Vigilant Movie est assez intéressant pour ce qu'il veut dire. Enfin, il y a de bonnes idées qui sont abandonnées, mais je suis d'accord avec toi. À partir du moment où ça devient un revenge movie, c'est totalement à côté de la plaque. Et c'est super paresseux, parce que t'as même des espèces de ressorts scénaristiques qui ne tiennent pas, parce que les méchants devinent qui est Bruce Willis et pourquoi ils viennent. On sait pas trop comment, pourquoi. Enfin, et puis les méchants sont absolument pas charismatiques. Même toute une partie où ils essaient un peu de marcher sur les planements de John Wick ou de Collateral, je sais pas, en faisant une espèce de tuerie dans une boîte de nuit. Donc, je suis d'accord sur le côté film schizophrène qui ne sait pas trop ce qu'il veut, quoi. Oui, Julien. Puis film schizophrène, mais insatisfaisant à tous les points, en fait, parce que, par exemple, tu le rappelais, Thomas, le personnage de Paul Kersey se fait appeler le croque-mitaine. Donc, on a... Le croque-mort. Le croque-mort, pardon. On a l'impression que le film va avoir une espèce d'aura mythologique, un peu tout ça. Le film ne traite pas du tout de ça. Donc le film est un vigilanté, mais assez pauvre, avec des méchants qui passent comme ça sans aucune... comment dire, qui traversent le film sans aucune... on les retient pas, en fait. Et par exemple, en termes de film d'action, à la fin, ça se finit en espèce de John Wick du pauvre, où les personnages meurent en 3/4 de seconde, et puis on n'en parle plus. Et pour revenir sur le fait que c'est un film qui n'a absolument rien à dire, faut voir, c'est qu'il y a des personnages qui, quand ils apprennent vraiment ce que fait donc Bruce Willis, les mecs disent « Ah, c'est pas bien, tu sais ce que tu fais ». Et puis 2 minutes après, sans qu'il y ait aucune raison, les mecs finalement acceptent de but en blanc ce qu'il fait. Il y a aucun discours, il y a aucune matière. Ouais, mais est-ce qu'on attend pardon, hein, mais Eli Roth, s'il était connu pour être un auteur avec des positions fortes, sociétales, politiques, ça se saurait. Là, effectivement, s'il avait refait le film de Michael Winner, quel intérêt? Moi, j'y ai pris un certain plaisir dans le côté cartoonesque, en fait, du truc. Et ce non-positionnement très dans l'air du temps, justement, sur le fait de se faire justice soi-même ou non, quoi. Bah, sur le coup de l'efficacité, je te rejoins, parce que quand même, la mise en scène, sans être transcendante et efficace... Elle est efficace. Voilà, c'est-à-dire que la scène d'ouverture, moi, m'a plutôt accroché, même si elle sert absolument à rien, mais elle a absolument aucune incidence sur le scénario, que dalle. Ça aurait pu, parce que concernant le médecin qui n'a pas pu sauver un flic, mais qui va quand même essayer de sauver son assassin. Oui. Donc je trouvais que ça avait amené une piste intéressante. Ça n'a pas été. L'idée n'est pas développée. Non, mais ça n'a pas été développé. Mais en termes de mise en scène, c'est plutôt efficace. Par contre, sur l'ambivalence le manque de positionnement d'Eli Roth, moi c'est quelque chose qui m'a toujours gêné. J'ai trouvé ça amusant dans Hostel 2, parce que c'était totalement dans le côté bigger, better, louder des numéros 2 cartoonesques, etc. Ça m'a amusé dans Green Inferno, mais dans un film comme Death Wish, qui sort dans un contexte particulier où l'Amérique a quand même subi encore plusieurs tueries qui impliquent des jeunes qui ont pris une arme et qui ont tiré à tout va, être aussi ambivalent, c'est être aussi d'une certaine façon
façon irresponsable et surtout tendre le bâton pour se faire battre. Donc je comprends tout à fait l'accueil extrêmement mitigé du film aux États-Unis, qui est autant une réaction viscérale de la population américaine qu'une réaction d'Hollywood anti-Trump. Parce que de toute façon, Hollywood aujourd'hui est dans une position anti-Trump. Donc Death Wish, rejeter Death Wish, c'est une sorte aussi d'acte militant, si vous voulez. Et je pense en dehors de toute considération cinématographique. Death Wish, c'est actuellement en salle. Faites-vous votre avis et nous, on va se pencher maintenant sur les Vigilantes et les revenge movies. La frontière est assez floue, vous allez voir, on va en parler tout de suite juste après ça. Dirty Harry, Taxi Driver, Mad Max, Old Boy, Man on Fire, Gran Torino, John Wick ou même encore Equalizer. Et oui, voilà quelques films qui ont tous au moins une thématique et une finalité commune, mais avec leurs motifs propres dans le traitement, à la différence près du contexte social dans lequel chacun inscrit son récit en tout cas, voire même le contexte politique au moment où sort le film qui peut justement susciter quelques polémiques justifiées ou non, ça c'est à chacun de décider de voir ça. Bref, on a souvent tendance à oublier que le film de Vigilante ou le revenge movie sont deux genres de fiction bien spécifiques qui existent depuis des décennies. Du coup, j'aimerais savoir si vous êtes capable de me différencier ces deux catégories cinématographiques, pas si éloignées que ça finalement. Bah écoute, voilà, pour qu'on sache bien de quoi on parle. La différence entre le Vigilante et le Revenge, c'est que le Revenge movie, le héros, l'héroïne, s'en prend aux agresseurs de son entourage, sa famille, etc. Il y a une dimension très personnelle. Le Vigilante, il décide, depuis cet élément déclencheur, de combattre le crime globalement. Il y a une dimension sociale, presque politique. Le système. Ou sécuritaire. Il s'affronte au système. Et le Revenge movie, on va s'en prendre à son agresseur. Le Vigilante, généralement, il se dit même que voilà, le système a failli, la police ne peut rien et c'est à lui de prendre les armes et de se prendre en main et d'aller éradiquer la racaille, quoi. Et de se faire justice lui-même. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le Vigilant movie, évidemment, tout le monde pense à Death Wish qui est sorti en 1974 avec donc Charles Bronson, super acteur. Mais le Vigilant, en fait, si on retrace un petit peu son histoire, c'est quelque chose qui a plus ou moins toujours existé. Et je dirais même que culturellement, c'est un genre qui est très présent dans deux cinémas particuliers, c'est le cinéma américain et le cinéma italien. D'ailleurs, l'un a influencé l'autre sur ce thème du Vigilante. Alors, c'est pas uniquement américain et italien, bien sûr, on trouve le Vigilante un peu partout, hein. Enfin, le Marginal ou le Solitaire de Belmondo en France, les films de Jacques Deray, c'est quasiment du Vigilante movie. En Chine, on a pas mal de films avec le maître d'arts martiaux qui un jour décide de combattre lui-même. En Corée aussi. Les gangs. J'ai rencontré le diable. En Corée du Sud aujourd'hui, c'est un genre qui est très très populaire, mais c'est plus récent. Mais par exemple, 1991, Choi Ark avec Jet Li, il était une fois en Chine. Wang Fei-hong, qui est un héros populaire en Chine, finalement, c'est un maître d'arts martiaux qui décide, parce que la justice ne peut pas, d'aller combattre les gangs et les vilains américains. Donc c'est un peu, c'est l'homme qui prend les armes lui-même pour défendre son honneur ou défendre ses proches, c'est quelque chose d'international. Mais c'est vrai que dans le cinéma américain et italien, c'est très présent. Et d'ailleurs, on peut retrouver ses racines jusque dans le western. Parce qu'en fait, le héros de l'Ouest, c'était pas nécessairement un shérif, hein. C'était parfois un cow-boy lambda qui décidait d'aller buter les desperados du coin parce que c'était le seul à pouvoir faire ce qu'il fallait faire. On n'était pas exactement dans le Vigilante. Ce qui se passe, c'est qu'un jour, Sergio Leone arrive aux États-Unis. La trilogie des dollars, Clint Eastwood, et en fait, peut-être pas particulièrement le bon, la brute et le truand, mais pour une poignée de dollars ou quelques dollars de plus, c'est vraiment un mercenaire qui prend les armes et qui combat les desperados. Donc oui, il y a ce remake de Kurosawa Yojimbo, mais dans Yojimbo, Kurosawa, son personnage, c'est un ancien samouraï, c'est un ronin, c'est un chevalier qui retrouve une noblesse. Clint Eastwood, lui, c'est un pur mercenaire. C'est pas un homme de loi ou c'est pas un homme qui a le droit de porter l'épée. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que dans les années 70, il faut pas oublier que la côte est américaine et principalement New York où se passait Death Wish ou Chicago sont des villes qui sont quasiment à feu et à sang, hein. C'est un climat où la population américaine est à bout et sur les nerfs. Il y a des grèves terribles, ce qui fait qu'il y a des ordures qui recouvrent la ville. Il y a une criminalité effroyable, les gens sont la police ne peut rien, les gens sont désespérés. Et qu'est-ce qui se passe ? Don Siegel, 1971, Dirty Harry arrive au cinéma. Et là, c'est un choc retentissant. Et là, l'Amérique voit sur grand écran le héros de l'Ouest, Clint Eastwood, c'est-à-dire le héros de la trilogie des dollars, qui revient, mais à leur époque, et qui prend en main, même si c'est un policier,
qui prend en charge d'aller traquer les méchants, d'aller buter la racaille et de en plus tuer cet équivalent du Zodiac, mais qu'ils appellent le Scorpio, donc le fameux tueur en série Zodiac. Et là, la population, le public américain se prend d'affection pour ce personnage qui leur apporte la réponse qu'ils ont envie d'avoir. Oui, parce que il les tue de façon très expéditive. Et le Vigilant Movie, ça tourne beaucoup autour de ça. L'homme providentiel qui est le seul capable de répondre à la menace. Et alors, dès le début, la critique, Roger Ebert, le fameux critique américain, dès le début, ces films sont classés par la critique américaine comme des films fascistes, puisqu'on est dans cette idée que l'État ne peut rien, c'est cet homme providentiel qui, en s'affranchissant des lois, par les armes, va arriver à instaurer la paix. 1971, c'est donc Dirty Harry, mais c'est aussi Billy Jack qui est très important. C'est que Billy Jack, il prend le point inverse, là où Dirty Harry était quand même dans des notions ultra conservatrices, parce qu'il y a un discours qui paraît un petit peu misogyne aujourd'hui, même carrément. On est à la limite du policier, et puis c'est toujours l'homme blanc qui va aller buter la racaille, souvent des Mexicains ou des Noirs. Et l'Amérique a perdu ses bonnes vieilles valeurs, tu vois. Il sort son gros Colt qui est limite le pistolet du cowboy. Ouais. Billy Jack, c'était différent. C'était un soldat qui prend le parti des hippies contre des racistes, des rednecks et des politiciens. Mais malgré tout, les deux films sont considérés comme fascistes par la critique. Mais les années 70 sont tellement sombres et tellement noirs que c'est là où arrive toute cette vague. Taxi Driver en 1976, Martin Scorsese, c'est aussi un Vigilant Movie, tu vois. Rolling Thunder, qui s'appelle, j'aime beaucoup le titre en français, Légitime Violence. John Flynn avec William Devan. De John Flynn, super réalisateur John Flynn, allez voir Lock Up avec Stallone si vous l'avez jamais vu. C'est un héros du Vietnam qui revient, qui est perdu dans l'Amérique d'aujourd'hui et qui retrouve une espèce de raison de vivre à aller combattre le crime dans sa ville. D'ailleurs, les deux scénarios, Taxi Driver et Rolling Thunder, sont écrits par Paul Schrader. Donc c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que quand Death Wish arrive en 1974, il est dans un contexte où la population est à bout et le film lui apporte une réponse forte et un homme providentiel et leur montre ce qu'ils sont. C'est-à-dire que le premier film, c'est un homme qui est d'ailleurs a priori un libéral, un homme de gauche. Sa femme et sa fille sont violées, assassinées dans des conditions terrifiantes et petit à petit, il se met à sombrer lui-même dans la violence. Mais il ne cherche même plus à se venger, il cherche à éradiquer le crime de son quartier. Et le vigilant, c'est souvent ça, il cherche à nettoyer sa ville ou son quartier. Et donc je pense qu'il ne faut pas oublier le contexte politique dans lequel apparaissent ces films de vigilante. Donc les studios avaient le pif à l'époque finalement. Mais les studios avaient le pif, mais c'était aussi une réponse, je pense, spontanée. C'était des réalisateurs et des scénaristes qui avaient envie de dire ça. Voilà. Ilan ? Alors, qu'est-ce que... je sais pas après Pierre Tchernia. Si on parlait de la distinction plus entre Revenge Movie et Vigilante. Donc, Pierre a très bien fait le distinguo. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être apporter un peu un complément en citant sur chacun de films. Donc, il est vrai effectivement que le Revenge Movie, on est peut-être dans une idée un peu plus romantique entre guillemets de ce qui est la romanesque de ce que peut être la justice personnelle, puisqu'on est sur quelque chose de l'ordre de l'intime, tandis que le Vigilant, on est sur quelque chose de beaucoup plus global. Et ce qui est intéressant avec le Vigilant, c'est que on a tendance à le prendre pour un genre binaire, et c'est tout sauf binaire. Le Vigilant n'est pas un genre binaire, même si on le croit, et c'est ça qui le rend à la fois intéressant et dérangeant. Mais moi, il y a deux films qui, dans chacun de ces deux genres, m'ont particulièrement marqué. Dans le Revenge Movie, je citerai Big Bad Wolf, pour rebondir un peu sur ce que disait Julien tout à l'heure, en disant justement que le réalisateur était approché sur Death Wish, parce qu'effectivement, Big Bad Wolf est un Revenge Movie sur un père de famille qui séquestre un homme qui est soupçonné d'avoir enlevé sa fille, voire de l'avoir violée, de tuer, et tout le film joue sur cette ambiguïté. Est-ce que l'homme l'a fait ou pas? Il se trouve que le type, en plus le père de famille qui séquestre le pédophile supposé, est un ancien militaire israélien, et ça a une dimension politique qui est très intéressante. Donc je conseille vivement aux gens qui l'ont pas vu de voir Big Bad Wolf, parce que c'est un film qui fonctionne par strates, et c'est ça qui est aussi intéressant dans Vigilant Movie, c'est quand il fonctionne par strates. Et ça, je trouvais ça très intéressant, parce qu'il y a une dimension politique qu'on voit très peu dans d'autres films. Et dans Vigilante, moi je citerais Death Sentence
de James Wan. Avec Kevin Bacon. Et qui est d'ailleurs du même auteur, puisque c'est Brian Garfield, et c'est même une espèce de suite à Death Wish. Ouais, mais je crois bien que c'est même la suite officieuse. Voilà, c'est deux romans de cet auteur. Ouais. Et parce que là, le film pose des questions que le Death Wish avec Bruce Willis ne pose pas, ou en tout cas il propose quelque chose qui est assez intéressant. Il parle d'une espèce de phénomène de contamination. C'est-à-dire de l'homme lambda qui petit à petit va être contaminé par cette violence dont il a été victime, dont il va se faire aussi le chantre à un moment donné, mais pas seulement une contamination, on va dire, dans les faits, aussi une contamination physique, parce que physiquement il va aussi se changer en même temps que c'est beau. Et c'est un film, je parle mieux, qui mérite d'autant plus, encore plus, le titre de Death Wish que l'original avec Bruce Willis, parce que c'est une histoire funeste, tout simplement. Et c'est un type qui va vers sa mort en les propageant parce qu'on l'a déjà tué une première fois. Et qui pour le coup avait une belle dimension cinématographique. Exactement. D'ailleurs. Oui, Julien, vas-y. Non, mais le film est encore plus intéressant parce que c'était la mise en parallèle de deux familles en fait. Et donc la famille de Kevin Bacon qui est, parce qu'on l'a pas dit, mais ce genre de personnage du Vigilante Movie, c'est toujours un peu donc l'homme blanc, marié, un enfant, 2 enfants, dans un confort matériel donné, dans un bonheur total. Enfin, c'est l'American Way of Life. C'est les mecs vivent le rêve américain. Et donc il y a un malheur presque tragédien qui leur arrive, et ces mecs vont entrer dans une dimension qu'ils ne connaissaient pas. C'est dans l'envers du décor du rêve américain, cette Amérique un peu putride. Enfin, je veux dire, il suffit de voir par exemple Taxi Driver, comme tu en parlais, Pierre. Regardez Taxi Driver pour savoir c'était quoi New York dans les années 70. C'est effarant. Ou Network, le film. Si vous voulez voir Network, il y a un beau discours sur ce que c'est que New York à cette époque. Ou même Hardcore pour Los Angeles, par exemple, de Paul Schrader. De Paul Schrader aussi. On tourne encore sur les mêmes. Et donc Death Sentence, c'était donc ce père de famille avec la vie parfaite qui va être confronté à une famille complètement dysfonctionnelle, donc de criminels, loupards, loupards de comics un peu, parce que et en fait donc ce personnage à force dans cet acte de vengeance va devenir comme ceux qui traquent en fait, mais c'est qu'en fait on se rend compte qu'en fait sa famille était autant dysfonctionnelle que pouvait l'être celle des mauvais quartiers en fait. Donc il y avait tout un discours sur le côté factice de l'American Way of Life. C'est pour ça que je trouve que c'est un film très intéressant qui a été un peu sous-évalué, et donc voilà, c'est un peu ça, c'est le Vigilante Movie, c'est quand même d'aller de l'autre côté du miroir en tout cas dans le cinéma américain, c'est d'aller au-delà de cette image d'Épinal de l'Amérique belle, des banlieues américaines, pour voir ce qu'il y a derrière. Avec le vernis, quoi. Et de montrer que finalement peut-être que cette Amérique un peu jolie à regarder n'est pas si éloignée que ça de cette Amérique un peu putride, de la violence. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Tu veux rajouter un truc, Pierre? En fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, je pense qu'il y a une vraie fascination. Enfin, le Vigilante Movie aujourd'hui, c'est un style qui, je pense, ne correspond plus tellement aux valeurs. Premièrement, oui, effectivement, il y a eu toutes ces tueries aux États-Unis, ces Américains qui ont pris les armes, le débat sur la possession des armes. C'est aussi une thématique qui est purement individualiste. C'est l'individu face au système, et le seul individu qui peut apporter la solution. Alors qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas à l'heure de l'envie de collectif, des réseaux sociaux, de la connexion en permanence, des pétitions qu'on signe tous ensemble sur Internet, etc. Et puis c'est vrai que c'est ces valeurs aussi qui peuvent paraître extrêmement conservatrices. On est toujours dans des hommes, on est toujours dans des blancs relativement aisés qui prennent les armes et qui vont tuer la racaille. Simplement, je pense qu'il y a une vraie fascination autour du Vigilante Movie, autour même du thème du vigilante. Enfin, faut pas oublier que Batman, c'est un pur vigilante, hein. C'est un homme, un blanc, un riche, il prend pas les armes à feu, mais on est presque dans une thématique fasciste, hein. Je veux dire, il enrôle des gens autour de lui, il forme des disciples, il est vêtu d'un costume et d'une cape, il va combattre le crime lui-même avec son argent. On peut remonter très loin. Enfin, je veux dire, Zorro, Robin des Bois, c'est des citoyens qui décident de combattre le crime et de prendre les armes. Mais je pense qu'il y a une vraie fascination parce que je crois que ça parle à l'inconscient, ça parle à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que je ferais dans cette situation? Bah oui, c'est la fameuse question. Il faut que en fait, c'est un film qui c'est un cinéma qui doit être ambigu, qui doit nous heurter dans nos croyances, dans nos sensibilités et nous faire nous poser ces questions. Jusqu'où on pourrait aller. On parlait de Death Wish de Eli Roth. Là, il manie cette ambiguïté un peu.
quelque part. Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'original. Non, mais qui par exemple, il l'assume pas. Oui, il l'assume pas. Alors que l'original, par exemple, ne magnifiait pas, ne glorifiait pas la violence. On filmait les crimes de manière extrêmement froide. On se rendait compte que cet homme qui au début est dans une espèce de désir de vengeance finit par devenir un meurtrier. Tu vois. Enfin, je pense que moi, le Vigilant doit nous heurter, doit être ambigu, doit être polémique. Et c'est en ça que c'est un genre qui m'intéresse beaucoup. Il doit être polémique, il doit être ambigu parce que il n'y a pas de réponse toute faite. En fait, c'est une question sur laquelle on ne pourra jamais trouver de réponse stable. Il y aura toujours des pour, des contre, et il y aura et des gens qui sont un peu entre deux en fait. Donc, je crois que le pire du Vigilante Movie, c'est un film qui met tout le monde d'accord. Ouais. C'est vraiment le pire. C'est vrai. Mais juste, j'ajoute une dernière chose. Je sais que t'aimes pas qu'on ajoute des trucs à la dernière minute, mais effectivement, c'est un genre qui fonctionne sur le sous-texte. Mais le problème, c'est que vu le contexte actuel, le sous-texte c'est quelque chose qui a du mal à passer, qui ne passe plus, parce qu'on ne voit qu'une couche. On ne voit que le miroir et non pas l'envers du miroir. Évacue le sous-texte. Ouais, et que c'est très difficile, effectivement, évacuer le sous-texte, c'est très difficile de lire entre les lignes. Et c'est nécessaire de lire entre les lignes. Très bien, j'ai 2-3 films à vous proposer. Vous allez me dire si plutôt Vigilante ou Revenge. Impitoyable. Bah là, c'est compliqué parce que on est dans le cadre du western, donc. On est dans le cadre du western et en plus, il se venge de criminels précis. Mais par contre, c'est là où il y a un problème avec le Vigilant, c'est que il y en a beaucoup comme si tu veux Get Carter avec Michael Caine, il y a eu un remake avec Stallone. C'est que parfois, on va pour justifier cette violence, on va dans des gangsters qui s'entretuent entre eux. Tu vois ce que je veux dire? Et Impitoyable est à cette frontière. Il est pas complètement un Vigilant. Et Taken? Bah Taken c'en est un plus ou moins. Hein. Oui. Un père de famille qui va sauver sa fille. Hein. Ouais, c'est un revenge movie, ouais. Voilà, on terminera sur Taken, les amis. Ouais, bah c'est pas le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Attention. Non, il y en a d'autres. Allez, j'en ai balance. Je sais pas, Prisoners, tiens. Prisoners de Denis Villeneuve. J'ai pas du tout de Villeneuve. Moi, c'est... Au-delà de ça, est-ce que on a demandé un bon exemple, quoi. On est dans le Vigilant, ouais. Vigilant, avec une base de Revenge. Avec une base, mais souvent les deux genres sont liés en fait. C'est ça, oui. C'est du Revenge. Pour en citer vraiment les deux derniers bons que moi j'ai vus, c'est Harry Brown. Oui, avec Michael Caine. Et cinématographiquement parlant, Man on Fire de Tony Scott, où, très bon film, la mise en scène épouse la pensée d'un vigilante. C'est extra. À vous de nous dire sur les réseaux sociaux quel est votre Vigilante ou Revenge movie. Et à vous de les regarder avec un esprit ouvert, parce qu'il faut pas oublier que souvent on va dans des films qui heurtent nos sensibilités politiques. Si vous posez des questions à la fin, c'est parfois limite fascistes. C'est plutôt bon signe à la fin du coup si. On n'est pas obligé d'adhérer aux propos d'un film pour l'apprécier. Allez, fin de séance, le podcast c'est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, SoundCloud, Podcast Addict. On vous donne rendez-vous très vite à la semaine prochaine, n'est-ce pas Pierre? Salut. Mais oui, salut, c'était un plaisir de venir dans cette émission une fois de plus. À très bientôt, on se retrouve sur fanfootage.fr évidemment. Ilan et Julien, les amis, merci pour votre participation encore une fois. Merci à toi. On vous retrouve sur cinevibe.fr, vous le savez. Et nous, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau film. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de parler de Deadpool, on peut déjà vous l'annoncer dans tous les cas. C'est vraiment parce qu'on est contraint et forcé. Hein. C'est le gros morceau du moment. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Fin de séance sur SoundCloud, c'est très simple, fin de séance, voilà. Et puis également sur les pages Facebook de fanfootage.fr et Cinevibe. On vous fait de gros bisous et on vous dit bisous. À très vite. Salut les amis, ciao. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. Ok. Ce côté-là poussé à l'extrême, j'ai trouvé que ça marchait très très bien. Chaque jeudi à 19h, la pop culture de Nos Ciné s'installe sur Séance Radio. Sa façon de faire est totalement unique. Donc le comparer à d'autres personnes, ça sert pas vraiment à grand-chose. Nos Ciné parle fort de cinéma sur Séance Radio en partenariat avec Binge Audio. Et depuis quelques films, c'est vraiment c'est n'importe quoi. C'est gag sur gag. Le jeudi soir à 19h et sur toutes les applications podcast.